Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce moment d'échange sur Facebook Live. Je vous propose de mettre en commentaire si vous m'entendez bien et pour être certain que je sois bien entendu. Donc bienvenue dans cet exercice un peu inédit, en tout cas inédit pour moi, pour qu'on puisse échanger ensemble sur l'actualité politique, tant nationale que locale. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est un moment d'échange. Du coup, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse tenter d'y répondre si j'ai les réponses. Et en introduction, je vous propose de peut-être échanger sur quelques mesures qui sont actuellement étudiées au Parlement, mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'être communiquées au plus grand nombre. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais juste me réduire un petit peu pour vous permettre de pouvoir voir le contenu. Hop. Donc, je vais vous proposer de commencer par la lutte contre la maltraitance des animaux. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel beaucoup de citoyens souhaitent que nous puissions avancer. Et c'est vrai que dans les sondages, le sujet revient maintes et maintes fois. Et donc, nous sommes en train en ce moment de travailler à une mesure au niveau du Parlement pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi que nous sommes en train de préparer? Donc ça vise à interdire les animaux sauvages, les éléphants, les lions, dans les différents lieux, les cirques, les parcs aquatiques, les discothèques, également à la télévision et dans les présentations publiques sur scène ou autres, auxquelles on ajoute également les ours et les loups, le tout étant prévu pour être interdit d'ici à 5 ans. Ce qui permet à tous les lieux qui accueillent ces animaux de pouvoir s'adapter et aux animaux qui sont actuellement utilisés dans le cadre de ces spectacles de pouvoir atteindre l'âge, si je puis dire, de la retraite. Nous allons également renforcer les sanctions en cas d'acte de cruauté infligé à un animal et interdire également la détection d'un animal en cas de maltraitance, puisque ce n'était pas le cas aujourd'hui. On va également créer un certificat de sensibilisation pour toute acquisition d'un animal de compagnie, pour responsabiliser l'acheteur, parce que acheter un animal, c'est assez différent d'acheter n'importe quel bien, et donc c'est important qu'on puisse en avoir conscience. On va également, et je me rends compte que ma vidéo est un petit peu trop grande, hop, voilà, ce sera mieux comme ça. On va également renforcer la lutte contre les abandons des chats et chiens errants, en permettant notamment aux policiers municipaux de retrouver les propriétaires des animaux. Vous savez que les animaux, les chats et les chiens ont des puces, ont de quoi retrouver leurs propriétaires, donc on va améliorer ça, et on va également leur permettre de mettre en place des refuges ou des fourrières dans chaque commune. On va également mettre fin à l'élevage de visons en France d'ici à 5 ans. Vous savez que les visons sont aujourd'hui élevés pour leur fourrure, et donc on a quelques exploitations en France, on en a moins d'une dizaine, et donc on va les interdire d'ici à 5 ans. Et on va également encadrer les conditions de cession des animaux de compagnie, les rongeurs, les oiseaux, les tortues, les lézards, et tous les autres animaux de compagnie un peu originaux que vous pouvez avoir à l'esprit, en obligeant de fournir les mêmes informations que pour les chats et les chiens. On est aussi en train de mettre en place une réforme du Conseil économique, social et environnemental. Vous connaissez certainement le CESE, qui est cette troisième chambre avec le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui est la chambre de la société civile. Et ça fait des années que certains s'interrogeaient sur une réforme de ce CESE, et donc nous allons mettre en place une réforme qui va viser notamment à réduire le nombre de membres du CESE. Il y en a aujourd'hui 233 et on va les réduire à 175 en supprimant notamment les 40 personnalités qui étaient désignées jusqu'à maintenant par le gouvernement. Vous savez, le CESE, c'est un organisme où vous avez donc la société civile, donc les associations, les partenaires sociaux et tout un tas de représentants de la société civile. Et donc demain, ils seront un peu moins nombreux à 175. Et nous allons permettre également de saisir beaucoup plus facilement le CESE qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour une pétition, si elle recueille 500 000 signatures, peut être étudiée par le CESE. Nous allons abaisser ce seuil de 500 000 à 150 000 pour permettre à beaucoup plus de pétitions, de sollicitations du public de pouvoir être étudiées par le CESE. Et pour renforcer encore la capacité de pouvoir avoir des pétitions qui sont étudiées, on va également baisser l'âge pour être un pétitionnaire en abaissant l'âge de 18 ans à 16 ans. Vous le savez aussi certainement, le CESE a organisé la Convention citoyenne pour le climat et elle sera chargée dans les prochains mois, les prochaines années d'organiser d'autres conventions citoyennes
sur les différents sujets que la nation devra avoir à étudier. Et on va également renforcer la capacité de pouvoir tirer au sort des citoyens, ce qui n'était pas possible aujourd'hui, pour faire en sorte de participer aux travaux du CESE. Je voudrais également vous parler un peu de la réforme de la justice de la proximité que met en avant beaucoup notre garde des Sceaux Dupond-Moretti, et également de la justice des mineurs, pour vraiment avoir plus d'efficacité et de rapidité dans les décisions de justice qui sont rendues, parce que c'est un élément sur lequel les citoyens français sont extrêmement attentifs et exigeants, et sur lesquels ils estiment qu'aujourd'hui le compte n'y est pas. Et donc sur la justice de proximité, nous allons intervenir notamment sur beaucoup d'éléments des incivilités du quotidien. Dans tout ça, on met plus de 350 éléments. Je vais vous en donner quelques exemples pour vous permettre de comprendre un peu mieux ce que c'est. Donc c'est les tapages nocturnes, c'est les rodéos sauvages avec des 2 roues ou des 4 roues, c'est les tags dans les rues, voilà, toutes les dégradations, un peu toutes les incivilités du quotidien qui nous posent problème et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment bien sanctionnées. Et donc pour mieux les sanctionner, il faut déjà rendre une décision beaucoup plus rapide, avec une infraction qui sera mise en place beaucoup plus rapidement par rapport au moment où on commet un méfait, et avec un recours accru aux peines alternatives. Cela va passer notamment par le recrutement de ce qu'on appelle des délégués, des délégués du procureur, qui vont aider les procureurs. Ils sont aujourd'hui 1000 et on va doubler en quelques mois le nombre de délégués pour permettre d'accélérer les temps de justice, notamment sur ces incivilités du quotidien, pour qu'elles puissent être jugées plus rapidement et plus efficacement, et que les citoyens se rendent compte que la justice a un vrai impact sur leur quotidien et qu'elle est vraiment à leur service. Et nous allons également développer 2000 points justice partout sur le territoire, pour que tous les citoyens qui se posent des questions sur la justice, sur est-ce qu'il faut porter plainte, est-ce qu'il faut intenter une action en justice, puissent être en interaction avec des gens qui agissent au niveau de la justice, et qui puissent les accompagner et les aider pour voir si c'est un peu la démarche à suivre et si c'est utile de le faire. Au niveau des mineurs, on va également accélérer les choses pour permettre qu'il y ait un jugement sur la culpabilité en 3 mois maximum, contre aujourd'hui 18 mois, qui permettra de savoir si un jeune est effectivement coupable, et s'il est coupable, de lui demander d'indemniser les victimes. Et comme il est mineur, évidemment, les parents sont responsables, et donc on regardera beaucoup plus la responsabilité des parents, puisque c'est quand même à eux qu'incombe l'éducation de leurs enfants, et donc du coup les infractions qui peuvent être commises par ceux-ci. Si jamais un jeune commet plusieurs infractions en très peu de temps, tout cela sera regroupé, sachant que ce sera le même juge qui sera chargé de l'étude de cette situation, alors qu'avant ça pouvait être plusieurs juges qui pouvaient être saisis sur le sujet, avec aussi un même avocat pour défendre la personne, sur une procédure qui sera resserrée à 12 mois contre en moyenne 18 mois, avec évidemment, quand il s'agit de mineurs, on est dans une logique qui n'est pas uniquement répressive, mais surtout éducative, et donc on va renforcer les capacités à avoir des peines éducatives, et vous voyez qu'il manque un petit S à peine, mais c'est une erreur, c'est une coquille. Et donc on va mettre en place beaucoup plus de stages, également de confiscation de l'objet de l'infraction. Par exemple, quand on parle de rodéo motorisé, le 2 roues, le scooter en question, il sera beaucoup plus qu'aujourd'hui confisqué, pour empêcher aux jeunes de refaire la même action. Également, on va développer les travaux d'intérêt généraux. On est aussi en train de travailler à une réforme de l'adoption pour l'ouvrir à plus de familles et permettre à plus d'enfants d'en bénéficier. En effet, aujourd'hui, des personnes célibataires peuvent adopter, également des personnes mariées, mais si vous étiez en couple pacsé ou simplement en concubinage, vous n'aviez pas accès à l'adoption. Donc on va renforcer cette capacité de pouvoir adopter une personne dès le moment que nous avons plus d'1 an de pax ou plus d'1 an de relation. On va également abaisser l'âge à partir duquel nous pouvons adopter. Aujourd'hui, c'est 28 ans, et on va l'abaisser à 26 ans. Nous allons également donner plus de possibilités aux enfants qui ont plus de 15 ans de pouvoir être adoptés. Généralement, les enfants qui ont plus de 15 ans sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et ce sont des familles d'accueil. Et quand une famille d'accueil veut adopter un enfant qu'il a sous sa garde, notamment de plus de 15 ans, c'est très difficile jusqu'à maintenant de le faire, et donc on va renforcer la capacité de le faire pour que les personnes qui les accueillent puissent les adopter avec une procédure simplifiée. À l'image de ce que l'on fait également sur le congé de paternité, nous allons allonger le congé d'adoption qui va passer de 10 à 16 semaines, et on va également augmenter l'écart d'âge maximum qu'il peut y avoir entre l'adoptant et l'adopté.
Aujourd'hui, il était de 45 ans, ce qui veut dire que si vous adoptiez un enfant de moins de 5 ans, vous pouviez avoir jusqu'à 50 ans. On va rehausser légèrement l'âge jusqu'à 50 ans d'écart pour permettre à plus de situations de pouvoir exister. Enfin, un dernier point que je voulais échanger avec vous ce soir avant qu'on passe aux questions-réponses concerne le baromètre de l'action publique. Vous le savez, ça a été annoncé il y a quelques jours par le gouvernement. Donc, il est disponible sur le site gouvernement.fr dans l'onglet Les actions du gouvernement. Vous retrouvez les 25 politiques prioritaires de l'État, où vous pouvez voir où on en est aujourd'hui sur cette situation, quelle était la situation en 2017 et quels sont les objectifs que l'État s'est fixé en 2022, ce qui vous permet de voir l'état d'avancement. Vous voyez, par exemple, j'ai mis en capture d'écran le kilomètre d'aménagement cyclable sécurisé pour la Seine-Maritime. On a aujourd'hui 885 km de pistes cyclables installées dans notre département. L'objectif d'ici à 2022, c'est d'en avoir 958. On est aujourd'hui à 72% de l'objectif. Et donc voilà, sur 25 politiques publiques nationales, vous pouvez avoir où on en est à l'échelle nationale, mais également à l'échelle de chaque département, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que 25 politiques publiques, mais il va être alimenté régulièrement pour intégrer un maximum de politiques publiques pour que chaque citoyen puisse se rendre compte un peu de ce qui est mis en œuvre par l'État et que vous puissiez, vous, citoyens, juger un peu du travail qui est effectué par les parlementaires et également par l'exécutif. Voilà ce que je voulais vous présenter en introduction de cette soirée, parce que je pense qu'il y a parmi les mesures que je vous ai présentées, beaucoup d'entre elles que vous ne connaissez pas ou qui n'ont pas forcément pu avoir la chance d'être largement relayées du fait de la crise du Covid et du fait que la situation sanitaire, évidemment, occupe énormément de temps dans nos vies et notamment dans les médias. Et donc ça me semblait important qu'on puisse commencer par cela, ce qui permet aussi d'avoir plus de personnes qui nous ont rejoints et d'avoir préparé des questions. Donc, nous allons maintenant passer à vos questions. Et donc, je vais maintenant regarder un peu ce que chacun a pu poser comme question pour essayer d'y répondre au mieux. Alors, parmi les questions qui m'ont été posées, excusez-moi 2 secondes que j'ouvre un petit document avec vos questions. Hop, alors, donc... Alors, excusez-moi, ça rame un peu, mais ça va venir, voilà. Alors, j'ai une question concernant le contournement Est. C'est une question qui vient de la part d'Eric. Donc, où en sommes-nous? Il dit, question quant au contournement Est de Rouen par l'Est, indispensable pour le pays de Bray et Rouen, où en sommes-nous? Alors, sur le sujet du contournement Est, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, l'État et le gouvernement s'est engagé à réaliser le projet et à le financer. Vous le savez, le projet il coûte un peu plus d'1 milliard d'euros, qui sera pris en charge à 50% par un concessionnaire, une société autoroutière qui va animer l'ouvrage autoroutier et puis proposer un péage pour rembourser sur 20, 30 ou 40 ans la construction de l'infrastructure, et le reste, 50% du montant des travaux à réaliser, sont pris en charge par les différentes collectivités, l'État, à hauteur de 25% du total à peu près, et ensuite les 25% restants sont à partager entre le Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de la Seine-Maritime et la métropole de Rouen. Donc l'ensemble des parties prenantes se sont engagées il y a quelques mois et quelques années à participer au financement. Il y a quelques jours, le département a validé le fait qu'il souhaitait toujours que le projet se fasse et qu'il était prêt à participer financièrement comme il s'était engagé. Le Conseil régional va, semble-t-il, se positionner également dans les prochaines semaines sur le sujet. Et il y a un questionnement sur la part de la métropole de Rouen, puisqu'évidemment, dans le cadre de la campagne municipale, le candidat élu à Rouen et qui ensuite est devenu président de la métropole, a indiqué qu'il ne souhaitait plus faire le projet. Donc nous attendons de savoir si sa promesse électorale va être traduite dans les faits ou s'il va revenir sur cette promesse et participer financièrement. Et donc si il valide le projet et les financements, le projet se fera. Et si ce n'est pas le cas, il faudra réfléchir
à ce que il pourra être fait sur ce projet. A priori, le président de la métropole a souhaité confirmer la décision qu'il avait prise dans le cadre de la campagne, mais il est important d'attendre de voir le conseil métropolitain s'exprimer sur le sujet et voir s'il y a une majorité qui va dans un sens ou dans un autre. J'ai aussi une question concernant le fichier national des maltraitants pour leur interdire de posséder un nouvel animal. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement de quoi il s'agit, mais j'imagine qu'il s'agit de constituer un fichier national pour que les personnes qui auraient été jugées comme étant maltraitant à l'égard de leurs animaux soient interdits de pouvoir posséder un animal, mais c'est exactement intégré en fait dans la loi, parce qu'effectivement c'est tout à fait la logique, c'est que faire en sorte que les personnes qui ont été jugées comme étant maltraitants ne puissent pas demain pouvoir posséder un autre animal. Donc c'est déjà évidemment couvert par ce sujet. Alors, ensuite, j'ai une question. Donc, bonsoir, monsieur le député. Suite à la mission d'information sur les risques industriels, et notamment le site Lubrizol, quelles sont les conclusions et les conséquences pour la métropole? Alors, effectivement, à la suite de l'incendie de Lubrizol, l'Assemblée nationale et le Sénat aussi avaient mis en place des missions qui ont fait pas mal de propositions. Et moi, j'ai été un des rapporteurs, j'ai été le rapporteur pour l'Assemblée nationale d'une mission d'information où j'ai fait 12 recommandations, propositions suite à cet incendie de Lubrizol pour faire en sorte que nous puissions apprendre de ce qui s'est passé et faire en sorte que ce qui est arrivé le 26 septembre 2019 à Rouen ne puisse pas réintervenir à nouveau sur tous les aspects de la crise. Donc j'ai fait 12 propositions et sur les 12 propositions que j'ai faites, il y en a déjà un certain nombre qui sont ou mises en œuvre ou en cours de l'être, et donc notamment parmi les principales propositions que j'ai faites, il y avait la mise en place, l'augmentation des contrôles des sites industriels, la mise en place un peu d'une police qui va beaucoup plus qu'aujourd'hui contrôler les sites industriels, donc ça a été mis en œuvre. Aussi faire en sorte de communiquer un peu mieux à la population dans le cadre des situations à risque. Donc là aussi, c'est des choses qui sont lancées au niveau gouvernemental, avec notamment la mise en place de la technologie du cell broadcast, qui permet en fait simplement, quand il arrive un incident industriel, mais qui s'adapte aussi aux incidents nucléaires, par exemple, également aux catastrophes naturelles, de pouvoir simplement, à partir du moment où vous possédez un téléphone portable, pas uniquement un smartphone, hein, vraiment n'importe quel téléphone, de pouvoir recevoir un SMS avec une information. Ainsi, par exemple, dans la matinée du 26 septembre, les citoyens de la métropole de Rouen auraient pu recevoir un SMS indiquant qu'il y avait eu un incendie sur le site de Lubrizol, qu'il y avait un panache de fumée, mais que, semble-t-il, à ce stade, il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir et que les personnes pouvaient continuer de pouvoir vaquer à leurs occupations, emmener leurs enfants à l'école, eux-mêmes aller au travail, comme ça avait été le cas, parce qu'il y avait uniquement une sirène qui avait été diffusée dans certains quartiers de Rouen et que voilà, beaucoup de gens s'interrogeaient sur quelle était la situation, ce qu'ils devaient faire, parce qu'on l'a bien senti, la culture du risque, elle est aussi assez faible dans notre pays, et ça c'est aussi un des éléments sur lesquels moi j'ai souhaité et je souhaite que nous puissions avancer, et moi j'ai proposé notamment la mise en place de ce que j'ai appelé une journée à la japonaise, c'est-à-dire que dans un département de France, une fois par an, je souhaite que nous puissions mener un exercice grandeur nature qui implique les services de l'État, les pompiers, la police, le milieu de la santé, mais également tous les citoyens, et qu'on puisse tester de manière réelle un peu une situation, un confinement, une évacuation, ou toute situation qui pourrait être liée à un incident technologique, industriel ou une catastrophe naturelle. C'est des choses qui se passent au Japon, notamment pour les risques de tremblements de terre ou autres, et qui se passent aussi dans les dom-toms, où il y a une culture de risque qui est un peu plus développée, et je pense que c'est nécessaire que nous puissions l'adapter à l'échelle métropolitaine, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment informés sur les gestes à avoir en cas de situation particulière, et que nous devons être mieux armés que c'est le cas aujourd'hui. Et donc je vous disais, sur les 12 propositions que j'ai faites, il y en a plus de la moitié qui sont déjà mises en œuvre, et il y en a d'autres qui sont en cours de mise en œuvre. Et il y en a une dernière proposition que je voudrais partager avec vous et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la création d'un bureau d'enquête accident risque industriel.
Vous le savez, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un BEA, un bureau d'enquête accident, pour le secteur aérien et ferroviaire, et qui va, à chaque fois qu'il y a un accident particulier, étudier, notamment pour le secteur aérien, la boîte noire, les paramètres, les données du vol, et regarder s'il n'y a pas des éléments à corriger pour que l'ensemble de l'aviation puisse apprendre des erreurs et des problèmes qu'il y a pu avoir pour le passé et éviter que certaines erreurs puissent se reproduire. Et je voudrais avoir la même logique sur les accidents industriels pour faire en sorte que, comme ça a pu se faire quelque part après l'incendie l'explosion d'AZF à Toulouse et puis l'incendie de Lubrizol à Rouen, nous puissions systématiquement, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on l'a fait sur 2 gros événements qui ont touché la France, mais ce n'est pas forcément systématique. Et je pense que c'est essentiel que ce soit systématique, y compris sur des événements dont le grand public n'est pas forcément au courant et qui est malgré tout nécessaire d'étudier pour essayer de voir s'il n'y a pas des optimisations à réaliser sur la législation, sur la formation, sur le stockage des produits, enfin sur toutes les thématiques qui sont importantes. Et donc j'ai travaillé à une proposition de loi pour traduire dans les faits et créer ce bureau d'enquête accident. Un préfigurateur a été nommé pour créer ce bureau et donc maintenant nous devons avancer pour constituer effectivement ce bureau et je l'espère dans les temps les plus rapides. Alors maintenant j'ai une question, alors je n'ai pas forcément le nom de la personne, donc je demande à mes collaborateurs quand ils mettent dans les notes les questions de bien me préciser le nom de la personne parce que c'est toujours plus sympa d'indiquer qui a posé la question sur le report ou pas des échéances électorales. Alors vous le savez, les élections municipales en 2020 ont été décalées pour ce qui concerne le 2e tour, puisque nous sommes rentrés en confinement, pour rappel, juste au moment des élections municipales, dans l'entre-deux tours. Et donc pour éviter cette situation, il a été prévu en anticipation des futures échéances départementales et régionales qui étaient prévues au mois de mars et que nous savions que nous ne pouvions pas tenir au mois de mars, de mettre en place une étude pour voir ce qui était possible de faire et ce que les différents groupes politiques du pays avaient à l'esprit sur cette décision. Et donc, Monsieur Debré a été nommé il y a plusieurs mois pour rendre un rapport sur le sujet qu'il a rendu en fin d'année dernière. Et de ce fait, un projet de loi est en train d'être étudié pour prolonger pour décaler les élections départementales et régionales au mois de juin, avec une clause de revoyure au mois d'avril, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, on va regarder quelle est la situation sanitaire dans le pays, et en fonction de ça, soit l'élection pourra se tenir au mois de juin, soit elle se tiendra plus tard, au mois de septembre 2021, ou, si ce n'est pas possible au mois de septembre 2021, pourquoi pas après l'échéance présidentielle, puisque de l'aveu de tous, si l'élection ne peut pas se tenir au mois de juin ou au mois de septembre, il est difficile de la mettre au mois de décembre, par exemple, parce qu'on sera en pleine campagne présidentielle. Et vous savez très bien que la campagne présidentielle, c'est la mère des batailles en France. Et donc, il est difficile d'avoir des élections autres au même moment. Et donc, aujourd'hui, il est impossible de savoir si les élections doivent se tenir ou pas au mois de juin. En tout cas, c'est ce que nous, on va pousser à mettre en place, à voter, parce qu'il est important qu'on puisse avoir les élections à un moment qui est le plus proche de ce qui était obligatoire de faire. Donc les élections étaient prévues en mars, donc c'est important qu'on puisse être le plus proche de ce mois de mars. Mais évidemment, il faut tenir compte du contexte sanitaire. Vous savez très bien que nous sommes un peu en reprise épidémique, que nous verrons bien dans quelques jours s'il n'y a pas un reconfinement qui sera obligatoire si jamais le variant anglais ou la situation semble nous indiquer que ce serait bénéfique de pouvoir avoir un troisième plutôt confinement. Donc voilà, pour l'instant on est vraiment sur la date du mois de juin, c'est vraiment ce que le consensus politique nous indique, c'est que nous souhaitons tous essayer d'avoir ces élections au mois de juin et après, comme je le disais, au mois d'avril, nous étudierons la situation sanitaire et nous déciderons s'il est raisonnable de maintenir ces élections au mois de juin. J'espère que ce sera le cas, mais nous ne pouvons pas en être certains. Alors, qu'en est-il de la réforme des 2 chambres? Donc j'imagine que c'est les chambres parlementaires, la réforme du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui était dans le programme effectivement que j'ai soutenu. Donc effectivement, pour rappel, dans le programme présidentiel du président Macron, il était prévu de réduire le nombre de parlementaires de 30%, pour passer de 577 députés à 400 députés, et pareil pour
la Chambre haute qui est le Sénat, et nous souhaitions aussi mettre en place une dose de proportionnel. Pour traduire dans les faits ces réformes, nous avions mis en place un projet de réforme constitutionnelle, puisque comme nous touchons là à des éléments de la Constitution, c'est pas simplement un projet de loi classique, c'est un projet de loi constitutionnel qui doit avoir l'assentiment non pas de la moitié des parlementaires, mais des 3/5, et la règle générale qui prévaut pour n'importe quelle loi où l'Assemblée a le dernier mot n'est pas valable dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, et il faut que les deux chambres votent le même texte dans les mêmes termes. Et donc la réforme avait été lancée en 2018, elle avait commencé au mois de juillet 2018. Malheureusement, l'affaire Benalla avait servi d'excuse à une partie de l'opposition pour s'opposer à cette réforme et puis enliser les débats au Parlement où il faisait de l'obstruction parlementaire pour empêcher que cette réforme intervienne, parce que les sénateurs estimaient que eux n'ayant pas été élus sur le même programme que le président de la République, ils n'étaient pas tenus à ce que ce programme puisse être établi, et donc ils ne souhaitaient pas réduire de 30% le nombre de sénateurs en l'état, donc ils ont tout fait pour que la réforme ne se fasse pas. Et donc après l'affaire Benalla et le fait que nous avions passé plusieurs jours sur cette réforme mais sans avancer, il a été décidé de retirer cette réforme de l'ordre du jour et de discuter avec les sénateurs pour aboutir sur cette réforme. Malheureusement, il n'a pas été possible d'aboutir sur un consensus sur cette réforme et sur une voie de passage, puisque les sénateurs ont fait obstruction. Et donc cette réforme, malheureusement, ne peut pas être appliquée puisqu'elle ne peut pas avoir les 3/5 des parlementaires qui s'engagent dans cette réforme. Et le Sénat ne veut pas s'engager sur cette réforme. Donc à ce stade, cette réforme est en pause et ne pourra pas être mise en œuvre d'ici la fin du quinquennat. Alors, nous allons revenir au sujet de la maltraitance animale, puisqu'il y a une question de Dany Daniel. Donc, la question est sur la maltraitance animale. Les sanctions actuelles sont rarement appliquées par la justice. Que faire? Des aides aux associations sont-elles prévues, notamment pour les associations comme en Normandie Pet Alert 76, qui chaque jour récupèrent des animaux maltraités, ou qui encore vont récupérer des animaux en situation de détresse? Alors, ce que nous sommes en train de voter, c'est le fait que maintenant, les communes devront s'occuper des chats et des chiens errants, de tous les animaux errants, en mettant en place des fourrières et des refuges pour ces animaux, qui, comme vous le savez, finissent soit quelqu'un les récupère et les adopte, soit ils sont euthanasiés parce que pour réguler la population et éviter d'engorger les refuges d'animaux en déshérence. Et donc c'est vraiment d'abord une compétence des collectivités locales, et les associations effectivement participent également à ces politiques et sont soutenues par des subventions tant du niveau national que du niveau local. Sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que la France détient malheureusement le record du nombre d'abandons par an à plus de 100 000. Donc c'est effectivement un sujet d'importance. Et sur les sanctions, effectivement aujourd'hui elles ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre, et c'est justement la loi que nous sommes en train de voter va permettre de les renforcer, de simplifier les procédures pour faire en sorte qu'effectivement nous puissions plus facilement sanctionner les personnes qui font l'objet, qui ont un acte de maltraitance et qui abandonnent aussi leurs animaux, parce qu'effectivement c'est une situation contre laquelle on ne peut pas se satisfaire. J'ai maintenant une question de Laurent sur la réforme de la justice. Ne renonce-t-on pas à la sanction nécessaire au profit de peines éducatives dont la nature ne paraît pas franchement dissuasive? Il faut bien avoir à l'esprit que chaque situation doit être établie par un juge, quoi qu'il arrive, qui décide soit d'avoir une procédure simplifiée avec une sanction rapide, soit de passer par une procédure judiciaire classique avec un procès et une sanction pénale par ailleurs. Donc, quand on parle notamment, alors je ne sais pas si la question portait sur les mineurs ou sur les adultes, mais sur les mineurs, vraiment la logique c'est d'avoir une logique éducative plutôt que répressive, et de se dire qu'il faut accompagner le jeune et ne pas partir du principe qu'il est forcément un délinquant récidiviste, etc. Et de faire en sorte vraiment qu'on puisse avoir des peines qui vont l'accompagner, qui vont lui permettre non pas de s'écarter progressivement de la société, mais vraiment de pouvoir
se rapprocher d'elles et de pouvoir s'insérer dans la vie active. Et d'où c'est l'idée d'avoir des peines beaucoup plus éducatives, beaucoup plus rapides par rapport au moment où on commet le méfait, et vraiment pour faire en sorte que la sanction soit non seulement exemplaire, mais en plus exécutée suffisamment proche de l'événement en question pour que la personne se rende bien compte que ce n'est pas une situation normale. D'où le fait aussi que quand il y a plusieurs mesures qui sont mises en œuvre, quand il y a plusieurs actes qui sont développés par un même mineur, on puisse regrouper tout ça sous le même juge qui pourra ainsi analyser la situation de manière plus large plutôt que saucissonner avec différentes personnes. Alors, ensuite, j'ai une question de Nicolas sur quel est le pouvoir sur l'état de la voirie. Alors, je pense que les mots ne sont pas dans le bon ordre, mais quel est votre pouvoir sur l'état de la voirie sur l'ensemble de votre circonscription? Alors, la voirie, c'est une compétence qui est liée aux EPCI, ce qu'on appelle aux établissements publics d'intérêt intercommunal, donc en l'espèce sur la circonscription dans laquelle je suis élu de la métropole de Rouen. Et donc moi, je n'ai pas de pouvoir d'action directement. Je peux solliciter effectivement le service de la métropole quand je vois bien à quoi vous faites allusion sur le fait qu'il y a pas mal de trous dans la voirie, vraiment de bitume qui est dans un très mauvais état. Et effectivement, c'est une compétence qui est locale, qui est possédée par la métropole de Rouen, et vous pouvez les solliciter avec notamment le service Allo Métropole pour faire part d'une problématique sur une rue, et puis généralement ils vous répondent et ils font en sorte de répondre, en tout cas j'espère. Donc là-dessus, il faut vraiment vous rapprocher des élus locaux, de votre maire, de vos élus même de quartier, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant que la compétence de voirie soit transmise à la métropole, c'était géré par les mairies avant la mise en place de la métropole de Rouen en 2014-2015. Et en fait, les voiries étaient de qualité très diverses suivant les communes, suivant les moyens qu'ils avaient mis pour entretenir leur voirie. Et donc certaines communes ont une voirie qui est plutôt en bon état, si vous voulez. Et effectivement, pour la commune de Rouen, c'est effectivement un sujet qui est inquiétant. À de nombreuses reprises, vous pouvez vous retrouver dans des rues avec des gros trous. Et ça peut être effectivement très, très embêtant. Moi-même, j'ai déjà été soumis à un pneu crevé à cause d'un trou dans la voirie. Donc je suis bien au courant de la situation, que ce soit en étant utilisateur, en étant conducteur, mais également en étant à vélo, parce qu'aussi les pistes cyclables à Rouen, c'est pas non plus ça, et elles sont aussi soumises à ces problématiques de voirie. Maintenant, une question de Didier qui indique que lors des élections, il a beaucoup été évoqué l'hypothèse d'un revenu minimum pour tous. En ces temps très difficiles où en est la réflexion, beaucoup de personnes perdent leurs droits du fait de la situation sanitaire. Alors effectivement, c'était pas vraiment un revenu minimum pour tous, c'était un revenu qui avait été appelé universel. Donc la logique du revenu universel, c'est de se dire tout le monde reçoit un même montant, sachant que personne n'avait vraiment été capable d'indiquer un montant un peu qui pourrait correspondre à quelque chose. Et ensuite, en fonction des revenus que vous avez par ailleurs, de votre situation, ça vient en déduction de vos impôts, etc. Moi, je ne soutiens pas forcément la mise en place d'un revenu universel, parce que je pense que ce n'est pas la bonne manière d'aborder le sujet et que ça créerait de la complexité dans un système qui est déjà assez complexe. Si vous additionnez l'ensemble des taxes, des impôts, des contributions que vous pouvez avoir à payer chaque année, donc qu'on me donne d'un côté un revenu universel pour ensuite payer les impôts, je trouve que c'est un peu bizarroïde et ça fait de l'administratif supplémentaire. Donc moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette logique-là. Mais ce que moi, je soutenais par contre, c'est la mise en place d'un revenu universel d'activité, c'est-à-dire un peu une refonte du RSA, parce qu'aujourd'hui le RSA c'est quelque chose qui est très bénéfique pour accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais ce qu'on a observé, et ce qui était un des diagnostics du plan pauvreté qu'on a mis en place à partir de 2018, c'est que depuis la mise en place du RSA, qui a remplacé le RMI dans les années 2010, on a grandement baissé l'accompagnement des personnes qui sont RSA pour retrouver un emploi, retrouver une activité. Alors que
offrir une indemnité et une contribution financière pour aider la personne qui est en difficulté, qui n'a pas de travail et qui n'a pas travaillé depuis 2 ans, du coup n'a plus le droit à l'assurance chômage, c'est très bien et c'est nécessaire et c'est indispensable. Mais pour moi, la priorité que nous devons avoir, et la priorité de la nation, c'est pas seulement uniquement aider financièrement la personne, mais c'est lui offrir la capacité de pouvoir retrouver un emploi, de pouvoir retrouver pour ça une formation, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être pour lui permettre de retrouver du travail. Et donc c'est ce à quoi nous avons travaillé avec la mise en place du revenu universel d'activité qui vise à fusionner le RSA et puis les différentes aides et faire quelque chose qui soit plus simple et vraiment concentré sur les personnes qui aujourd'hui ont vraiment besoin d'un revenu de substitution parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus. Donc ça c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler, mais évidemment qui est un peu ajourné à cause de la crise sanitaire, parce qu'évidemment, ce n'est pas en pleine crise sanitaire qu'on peut mettre en place une mesure qui va transformer le RSA, parce qu'il y a trop de gens qui en ont besoin aujourd'hui, et il ne faudrait pas que, à cause de ce changement, on ait des personnes qui ne reçoivent plus leur aide. Donc ce projet, il est un peu mis en parenthèse en attendant la fin de la crise sanitaire, mais voilà, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille, avec notamment... Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de personnes, j'en profite pour en parler, qui parlent de mettre en place un RSA pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui le RSA il n'est accessible qu'à partir de 26 ans, et certains voudraient qu'il soit disponible dès 16 ou 18 ans. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je pense qu'on a un dispositif qui est plus pertinent que simplement mettre en place un RSA pour les jeunes, et qui s'appelle la garantie jeune. La garantie jeune, c'est quoi ? La garantie jeune, c'est en gros, vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire sans qualification, sans diplôme et vous n'êtes pas en situation de travail. Vous pouvez vous engager en contactant votre mission locale, en contactant un CCAS ou en allant sur la plateforme unjeune-une-solution.fr pour entrer dans le dispositif de la garantie jeune. Et la garantie jeune, c'est une rémunération qui correspond au RSA. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, un accompagnement extrêmement intense et extrêmement adapté à la situation du jeune pour se réinsérer, comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles on a du mal à trouver du travail et travailler sur ces points-là pour refaire son CV, acquérir l'expérience professionnelle, réaliser des stages, des formations pour pouvoir retrouver une situation et pouvoir retrouver un emploi stable, parce que c'est ce dont on doit tous... essayer de travailler dans ce sens, parce qu'il est évident que l'émancipation, elle passe avant tout et prioritairement par le travail. Sans travail, c'est difficile d'être autonome et d'être indépendant. Donc on travaille là-dessus. Donc la garantie jeune, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le quinquennat précédent et que nous avons grandement élargi dans le nombre de personnes qui peuvent en être éligibles. Et donc rien que cette année, 200 000 jeunes peuvent être éligibles à cette garantie jeune. Donc ça nécessite, contre l'accompagnement financier, un véritable engagement du jeune à rentrer dans un parcours d'accompagnement qui est vraiment intense et on laisse vraiment pas la personne dans son coin, mais on est vraiment là pour l'accompagner et pour faire en sorte de lui trouver une situation et de lui trouver une porte de sortie qui soit vraiment bénéfique pour lui. Et les résultats de la garantie jeune sont vraiment très très bons en termes de réinsertion. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut avancer, et le gouvernement est en train de travailler à un élargissement du périmètre de la garantie jeune pour renforcer son côté universel. Alors j'ai maintenant une question de Cyril qui me semble un peu longue, mais je vais vous la dire. Donc le président a annoncé ce jour que les étudiants boursiers pourraient bénéficier de 2 repas à 1 euro chaque jour. Concrètement, comment cela va se mettre en place alors que les universités et les restaurants universitaires sont fermés ? En plein couvre-feu à 18h, comment les étudiants vont pouvoir récupérer leur repas ? Alors, s'il est vrai que les universités sont surtout en distanciel, avec uniquement les temps, les TP qui sont en présentiel, et aussi avec la capacité pour les universités d'accueillir notamment les élèves les plus en difficulté, notamment les élèves en première année. Par contre, les restaurants universitaires, eux, sont ouverts. Et vous le savez, le repas à 1 euro au restaurant universitaire, c'est une mesure qu'on a mis en place depuis plusieurs mois, depuis au moins la rentrée de septembre, et qui marche très fort et qui était aujourd'hui uniquement réservée aux boursiers. Et donc là, effectivement, pour tenir compte du fait que la situation des étudiants, elle est véritablement dramatique, parce que déjà, ils passent leur journée sur
des applications pour faire des visios, assister à des cours en visio, je pense que c'est effectivement extrêmement compliqué pour apprendre, pour retenir, pour vraiment mener à bien ses études. Et en plus, effectivement, contrairement à la situation d'habitude où ils peuvent parfois avoir des jobs étudiants pour arrondir leur fin de mois et avoir un peu d'argent de poche et pouvoir payer leurs achats plaisir ou contraints, eh ben, ils ne peuvent pas forcément avoir ces boulots étudiants. Donc on a augmenté le nombre de boulots étudiants qui sont proposés par les universités pour accompagner les objectifs de chaque campus. Et en plus, effectivement, on étend aujourd'hui, ça a été annoncé, la capacité pour tous les étudiants de pouvoir bénéficier des repas à 1 euro. Donc ce qui veut dire, en fait, aujourd'hui c'était disponible le midi, et ça va également être disponible le soir, sachant que les restaurants universitaires aussi peuvent proposer de la vente à emporter. Et donc voilà, le repas moyen en restaurant universitaire, c'est un peu plus de 3 euros, je crois, sachant que ce tarif avait été gelé depuis 2018, il n'a pas augmenté depuis 2018, et donc maintenant il passe à 1 euro pour toutes les personnes qui voudront en bénéficier, le midi et le soir, pour permettre à nos étudiants de pouvoir se nourrir dans de bonnes conditions, parce qu'on sait malheureusement qu'avec cette crise du Covid, beaucoup d'entre eux ont des difficultés financières et sont obligés de passer par des tissus associatifs pour avoir des colis alimentaires. Et donc effectivement, on ne peut pas se satisfaire de cette situation, d'où l'ouverture de ces repas à 1 euro le midi et le soir. Donc aux restaurants universitaires qui, voilà, je le maintiens, sont ouverts. Il n'y a pas que ça qui a été annoncé par le président de la République aujourd'hui. Il a également annoncé la mise en place, enfin ça avait déjà été annoncé, mais il a précisé la mise en place d'un chèque psy, parce que comme je le disais tout à l'heure, les conditions d'études aujourd'hui sont tellement dramatiques que, évidemment, ça pèse énormément psychologiquement sur nos étudiants qui s'inquiètent pour leur avenir, leur capacité à ne pas avoir leur diplôme d'évalué compte tenu de cette crise et du fait qu'ils ont passé 1, voire 2, voire 3 semestres en distanciel, avec des TP un peu, voilà, même des examens qui sont un peu dans des conditions dégradées par rapport à ce qui se passe d'habitude. Donc, le président a annoncé la mise en place d'un chèque psy qui va permettre aux étudiants de pouvoir avoir recours à des psychologues, à des psychiatres, avec plusieurs rendez-vous qui seront pris en charge gratuitement pour eux, pour leur permettre vraiment de pouvoir essayer de vivre le mieux possible cette crise. Il a également annoncé la mise en place, en tout cas, qu'il souhaitait qu'on puisse repasser à au moins 1 jour par semaine en présentiel. La recommandation jusqu'à maintenant, c'était d'essayer sur les premières années, ceux qui sortent tout juste du baccalauréat, du lycée, et qui sont forcément peut-être plus perdus que les autres à l'université et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de nouer des contacts avec leur promotion, etc., de pouvoir revenir. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse faire en sorte qu'un maximum d'élèves puissent revenir au moins 1 jour par semaine pour retrouver un minimum, un rythme normal, même si la situation ne pourra pas évidemment être normale tant que cette crise sanitaire nous touchera et que nous aurons une circulation du virus qui sera aussi embêtante qu'aujourd'hui. Donc voilà, il faut qu'on essaye de mettre en place des mesures pour éviter l'impact psychologique pour les étudiants, mais en même temps en évitant des regroupements et évidemment la circulation du virus. Donc voilà, on essaye de jongler entre 2 injonctions qui sont contradictoires et qui ne sont pas simples, mais il faut le faire. Alors, j'ai maintenant une question de Philippe qui pose la question de savoir où on en est sur la mise en œuvre de consignes sur les bouteilles plastiques et la gratuité des déchetteries aux entreprises pour éviter les dépôts sauvages dans la nature. C'est effectivement une question qui est extrêmement intéressante et je vous remercie de la poser parce qu'effectivement, dans la transition écologique que nous devons tous mettre en œuvre et que nous devons tous nous interroger en tant que citoyens sur comment faire en sorte de réduire notre impact environnemental, le sujet de nos déchets est essentiel et évidemment le sujet des consignes est extrêmement important. Donc, sur le sujet des consignes, notamment pour les bouteilles plastiques, et c'est valable également pour le verre, dans un projet de loi que nous avons voté qui s'appelait pour l'économie circulaire et pour la lutte contre le gaspillage, nous avons mis en place une vague de concertation avec des élus locaux pour faire en sorte de mettre en place ces logiques de consignes, sachant que pour que la consigne soit plus vertueuse que l'achat et le recyclage des matières, il faut qu'on puisse avoir la fabrication, la consommation et la récupération et le nettoyage dans un environnement géographique assez restreint. Si vous produisez une bouteille en plastique dans le nord de la France, qu'elle est consommée dans le sud de la France, qu'elle est envoyée en Belgique pour être nettoyée avant d'être remise sur le marché,
il n'est pas certain qu'en termes environnementaux, ce soit plus vertueux que du recyclage de la bouteille plastique. Et donc voilà, ça nécessite un peu plus de travail. Donc, suite au vote de cette loi, il y a des concertations, des expérimentations qui vont être menées pour que ça puisse in fine être généralisé. Mais voilà, c'est tellement un changement systémique à mettre en œuvre que ça va prendre du temps. Et voilà, chaque collectivité locale peut mettre en œuvre cette possibilité, peut développer des consignes, par exemple sur certaines bouteilles de bière. Il y a certains, voilà, sur tout ce qui est consommé, qui est produit localement, on peut mettre en place un écosystème qui progressivement peut grossir et faire en sorte de remplacer les logiques de recyclage, sachant qu'évidemment, avant de recycler, il faut se poser la question s'il n'est pas possible de faire autrement, par exemple en ayant une gourde plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique ou des choses comme ça, voilà, pour réduire à la source nos déchets. C'est toujours mieux d'économiser plutôt que de recycler, parce que c'est encore mieux pour la planète. Et pour les entreprises, nous avons responsabilisé les entreprises, donc elles sont responsables de la gestion de leurs déchets. Et donc pour cela, elles doivent créer des filières pour recycler, notamment sur certains secteurs, notamment dans la construction, c'était des choses qui n'étaient pas suffisamment bien prises en compte. Et généralement, les dépôts sauvages étaient surtout grandement liés au BTP, parce qu'effectivement, il y avait cette problématique de l'accès aux déchetteries. Donc l'accès aux déchetteries pour les entreprises, maintenant, elle est facilitée. On a levé ce frein et on met en place aussi des logiques de REP, de responsabilité des entreprises et de la filière sur différentes thématiques pour faire en sorte de mieux recycler certains éléments. Par exemple, dans la construction, on va maintenant beaucoup plus réutiliser quand on déconstruit des immeubles ou des éléments de construction pour les réutiliser dans d'autres bâtiments pour réduire les déchets et réduire l'enfouissement qui peut être présent. Alors, j'ai une question maintenant de Machomino. J'aimerais savoir pourquoi votre groupe parlementaire refuse de voter le moratoire sur les grands entrepôts e-commerce, sujet particulièrement sensible avec l'arrivée d'Amazon dans notre métropole. Alors là-dessus, c'est pas exactement vrai que mon groupe parlementaire refuse de voter le moratoire sur les grands entrepôts de e-commerce, parce que en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas capable de différencier ce qu'est un entrepôt logistique de ce qu'est un entrepôt de e-commerce. Donc c'est pas simple de pouvoir faire la différence entre l'un et l'autre. Et qu'on le veuille ou non, la logistique, c'est quelque chose qui se développe énormément, pas uniquement pour le e-commerce, mais pas toutes les entreprises, toute l'industrie a besoin d'entreposer des matières, des produits, et donc c'est extrêmement important de pouvoir différencier les deux. C'est un sujet qui a été étudié par la Convention citoyenne pour le climat, mais sur lesquels leurs recommandations ne sont pas suffisamment applicables en l'état, et sur lesquels on est en réflexion, on est en travail pour trouver une porte de sortie, si je puis dire, pour trouver la juste mesure. Parce que si vous voulez, il faut aujourd'hui, c'est vrai que la fiscalité, par exemple, de la grande distribution est plus importante que la fiscalité sur les entrepôts de logistique. Mais parce que les entrepôts logistiques, c'est pas que pour le e-commerce, c'est pour tout un tas d'usages en B2B, en B2C, et pas forcément que pour le e-commerce, mais simplement pour pouvoir stocker des produits pour sa propre production. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler à comment on peut faire en sorte de réduire cette différence de compétitivité qu'il y a entre la grande distribution et les e-commerçants. Mais après, voilà, je pense que le sens de l'histoire, c'est quand même le développement du e-commerce, qui d'ailleurs, mon sentiment, c'est qu'il se fait plus au détriment de la grande distribution, qui sont des grands entrepôts en périphérie de ville, et que ça n'a pas forcément d'impact sur le commerce local, notamment le commerce indépendant, le commerce de centre-ville. Ce qu'on remarque en termes d'usage, c'est que les gens ont tendance à réduire peut-être leurs achats dans la grande distribution en périphérie de ville, mais plutôt consommer plus local, plutôt en allant plus proche de chez eux et en allant aussi plus souvent dans le commerce. Et que voilà, le développement d'e-commerce ne se fait pas forcément au détriment du petit commerce de proximité, mais plutôt au détriment, je pense, à long terme, de ce développement de commerce de périphérie de la grande distribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des entreprises comme Auchan, comme Carrefour ou Leclerc qui ont des grandes difficultés avec leurs grands centres commerciaux qu'ils ont créés en périphérie de ville. Ensuite, sur le sujet d'Amazon, effectivement, il y a un projet d'implantation d'un entrepôt Amazon sur notre territoire, sur la métropole de Rouen. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est pas un entrepôt qui va être créé en faisant de l'artificialisation des sols, mais en réutilisant des terres qui étaient dédiées avant à l'industrie, parce que c'est l'ancien site de Petroplus qui va être requalifié. Donc c'est une friche industrielle qui va être requalifiée pour
développer cet entrepôt de e-commerce avec plusieurs centaines d'emplois pérennes en CDI qui vont être créés, avec également évidemment des emplois moins pérennes qui vont être créés à certains moments de l'année, quand il y a des soldes, quand c'est les vacances, quand c'est la préparation des courses de Noël. Voilà, on estime qu'en période de faste, on pourrait avoir jusqu'à 1200, 1500 personnes à temps plein, et en période moins active de commerce, jusqu'à 600 emplois. Et nous sommes un territoire qui aujourd'hui souffre énormément d'un chômage beaucoup plus important que la moyenne nationale. Et donc, je pense qu'il faut étudier très précisément cette possibilité d'Amazon, puisque de toute façon, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit sur Amazon, c'est que soit il sera sur notre territoire, soit il ira s'installer ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la surconsommation, contre la logique d'acheter beaucoup, d'acheter très vite, qui peut poser problème en termes environnementaux. Je pense qu'on est tous dans une volonté personnelle et collective de réduire notre consommation et de mieux consommer plus local, consommer plus vertueux pour la planète. Et ce que permet d'ailleurs Amazon. Sur Amazon, il n'y a pas que des produits made in China et pas chers et absolument horribles pour l'environnement. Il y a aussi beaucoup de produits qui viennent de TPE, PME françaises et qui viennent de circuits courts. Et donc, voilà, moi j'ai du mal avec ces gens qui mettent toujours en avant le grand méchant Amazon, puisque le grand méchant Amazon, il est aujourd'hui utilisé par un tiers des Français régulièrement. Et donc, il faut plutôt renforcer la transparence sur les informations, sur l'impact environnemental des produits, et faire en sorte que nous changions nos comportements. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre du projet de loi climat et résilience qui va arriver et qui va traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat dans les faits, on va mettre en place ce que le président de la République avait appelé un UCA du carbone, donc en fait un CO2 score des produits, et ce qui va permettre à chacun de pouvoir être responsable de ses achats et de pouvoir avoir une information rapide et transparente pour savoir entre le produit A et le produit B quel est le produit le plus vertueux pour la planète. Et ça vient aussi avec une autre mesure qui est en place depuis le tout début du mois de janvier, qui est l'indice de réparabilité, c'est-à-dire que quand vous achetez un produit notamment électronique ou électrique, vous allez maintenant accès à une information pour savoir si vous allez facilement trouver des pièces détachées, des pièces de rechange, pour plutôt que s'il est cassé, le changer et prendre un nouveau produit et essayer de le réparer plus facilement. Et on développe aussi pour ça des ressourceries un peu partout sur le territoire qui sont accompagnées financièrement pour faire en sorte qu'on puisse développer un peu plus cette économie circulaire et acheter moins. Et quand on achète, acheter des produits qui soient plus durables et qui tiennent plus longtemps dans le temps. Ensuite, alors j'ai une question de Christian sur les déclarations d'arrêt de travail sur Internet sans passer par le médecin. Alors j'imagine que vous faites là allusion à ce qui a été mis en place pour les arrêts de travail liés au Covid, quand on est cas contact ou quand on est contaminé. Effectivement, maintenant, depuis le début de l'année 2021, vous pouvez faire une déclaration d'arrêt de travail directement sur Internet. Sur une déclaration sur Internet et pendant 48 heures, vous n'avez pas besoin de justifier auprès de votre employeur que vous êtes en arrêt de travail. Donc ça, je crois qu'il y a eu 200 000 demandes la première semaine, ce qui correspond à peu près au volume d'arrêt de travail qu'on a d'habitude. Donc il n'y a pas du tout eu d'abus, contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, sachant que c'est évidemment contrôlé, que vous êtes, si vous passez par cette opération d'arrêt de travail, si vous êtes cas contact ou si vous êtes carrément positif au Covid, vous avez un contrôle de l'assurance maladie qui vous appelle, qui vous contacte par SMS, qui vient vous voir. Donc il y a vraiment une lutte contre les abus qui est assez intensive. Donc il n'est pas possible vraiment d'abuser parce que vous avez très peu de chances de passer entre les mailles du filet. Donc là-dessus, c'est plutôt une simplification administrative qui est bénéfique pendant cette période de crise Covid où évidemment on a beaucoup de gens qui sont malades et qui ont recours à des arrêts de travail et qui sont tout à fait justifiés. Alors, j'ai une question de Patrick R, qui est un ancien député de cette circonscription, qui demande une question plus légère. Pourquoi la barbe? Est-ce que c'est pour imiter Édouard Philippe? Alors là, effectivement, c'est une question beaucoup plus légère. Et j'ai pas forcément de réponse à apporter, si ce n'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de n'avoir à se raser ou à se couper la barbe une fois par semaine plutôt que de se raser tous les jours. Voilà. J'ai maintenant une question de Taoufik sur l'isolation thermique des bâtiments, mais qui semblait être assez longue
et qui évoque un cas particulier. Et donc, mes collaborateurs se proposent de revenir vers vous pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez nous donner les éléments, puis on regardera ce qu'il en est sur votre situation. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, j'ai une question aussi toujours de Machomino sur: vous n'avez pas répondu aux affiches qui sont toujours devant votre permanence parlementaire. Êtes-vous venu à Rouen depuis le mois de décembre? Alors, je ne suis pas venu à Rouen, je vis à Rouen, donc j'ai pas de problème pour venir à Rouen. Et effectivement, j'ai vu que un certain nombre d'énergumènes étaient venus dégrader des bâtiments privés et du mobilier urbain pour mettre des affiches de manière illégale, qui n'ont d'ailleurs pas été nettoyées. Et j'espère que ces personnes qui les ont mises viendront les nettoyer, parce que je pense que ce ne sont pas des manières d'agir que de coller des affiches de manière sauvage. D'autant plus quand on se prétend défendre l'environnement, c'est toujours quand même un petit peu dramatique de les défendre en dégradant notre environnement. Donc voilà, le message est passé, j'espère. Et après, je ne sais pas ce que vous vouliez que je réponde par rapport à ces affiches. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? J'imagine, mais les choses vont très vite. Je regarde là-dessus. Est-ce que vous mangez de la tête de veau ce 21 janvier? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre cette question de Segata Sanshiro. Mais non, je n'ai pas prévu de manger de la tête de veau ce 21 janvier. Excusez-moi, j'ai peut-être pas compris la blague qu'il y avait autour de cette question. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions effectivement dans le chat pour que nous puissions y répondre, pardon. Alors, attendez, je regarde. D'accord. Ok. Bah écoutez, je m'étais fixé à peu près 1 heure d'échange et on atteint 7 heures d'échange. Donc je pense que je vais vous inviter maintenant à profiter pleinement de votre soirée. Je vous remercie tous pour les nombreuses questions que vous avez posées. J'espère que mes réponses vous auront permis de comprendre un peu mieux les sujets que vous vouliez aborder. Je suis surpris qu'on n'ait pas beaucoup plus parlé de la situation sanitaire sur la vaccination et surtout les autres questions, mais ça veut peut-être dire que tout est clair et que tout le monde comprend la situation qui est la nôtre en ce moment. J'en doute malgré tout, mais bon, peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Et en guise de conclusion, je vous propose de peut-être nous retrouver le mois prochain pour un nouvel échange qui peut-être cette fois pourrait être dédié à un seul sujet, ou en tout cas dans la partie un peu principale, notamment sur ce projet de loi que j'évoquais tout à l'heure de climat et résilience, qui va traduire dans les faits les nombreuses propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et je pense que c'est important qu'on puisse échanger là-dessus et que je puisse vous donner un peu les éléments sur pourquoi telle mesure de la Convention elle est traduite comme ça dans le droit, et vous présenter globalement un peu la manière dont tout ça va se passer. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous dis à très vite.